Bienvenue, chers auditeurs, pour la 73e édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Aujourd'hui, un deuxième volet, un second volet plutôt, de la première émission que nous avions faite déjà avec Rachid Achachi. Rachid, bonjour. Bonjour Paul. La question que nous posons aujourd'hui, c'est connaissez-vous la Russie? Dans un premier volet, nous étions intéressés aux origines. Et dans ce second volet, on s'intéressera à la Russie face à l'Occident et à elle-même. Rachid Achachi, vous êtes l'auteur de Comprendre la Russie aux éditions Contre-Culture. Quel choix avez-vous fait pour synthétiser et ramasser votre propos en 142 pages? En fait, c'est venu intuitivement, mais à la fin, j'ai découvert que j'avais un plan préétabli de manière inconsciente, mais que j'ai schématisé à la fin. C'est le double axe autorité mongole côté bordélique slave en bas, et puis tropisme oriental et tropisme occidental. En fait, tout le livre, on peut le résumer en un déplacement d'un point à travers ce graphique-là. C'est que Ouais, la c'est Russie, un au vrai fait, diagramme que vous présentez d'ailleurs dans le livre. tout à fait. Il faut se procurer ce livre évidemment À fond. pour. Et donc la Russie gravite autour d'un point d'équilibre en allant des fois du côté oriental, des fois du côté occidental, en même temps du côté autorité mongole, des fois du côté bordélique slave, et ça donne une logique de cycle. Et au fait, le livre traduit les différents cycles de maturation de la Russie contemporaine. Et c'est donc ce à quoi on va s'intéresser maintenant dans ce second volet, la Russie face à elle-même et à l'Occident, puisque on va reprendre la Russie où on l'a laissée, c'est-à-dire à la mort d'Ivan IV, la Russie cherche une fenêtre vers l'Occident, elle s'ouvre à lui, bon, à de multiples, on le voit à de multiples signes, et elle s'interroge aussi sur son propre être. Et ces questionnements vont scander cette histoire qui commence avec le fameux temps des troubles. Alors, qu'est-ce que c'est, ce temps des troubles qui commence à la mort d'Ivan IV? Alors, pas tout à fait à la mort d'Ivan IV, si on prend le sens littéralement, mais si on élargit le sens un peu, le début des problèmes, c'est effectivement avec la mort d'Ivan IV. Ivan IV, ayant tué son fils aîné, laisse le trône à Fiodor, qui était un tsar maladif, faible, fragile, mais qui a eu la chance d'avoir un régent, ou un bras droit, davantage qu'un régent, en la figure de Boris Godunov. Boris Godunov, qui était le bras droit d'Ivan IV. Alors, il est issu d'une famille de boyards, de nobles, mais d'une lignée mineure. Mais il était fidèle, efficace, et il a travaillé au service du père de Fiodor, à savoir Ivan IV. Et donc, il va continuer sa carrière aux côtés de Fiodor. Il va même réussir à faire épouser sa sœur au tsar, Fiodor, donc pour renforcer le lien. Et en même temps, il a donné une éducation princière à son fils. Donc, quelque part, il voyait que la lignée des Rurikides est en train de s'éteindre, parce que l'un des derniers, c'était Fiodor. Fiodor, il y en avait un autre, on va en parler plus tard. Et il commençait à préparer peut-être une prise du pouvoir, mais jamais en trahissant Fiodor, en attendant la mort naturelle de Fiodor. Et le vide qui sera laissé, il pourra être occupé par Boris Godunov. Donc ça, c'est pour le Boris Godunov. Il y avait d'ailleurs des ascendants tatars. On peut le voir d'ailleurs dans les différentes représentations de Boris Godunov. Il a les yeux légèrement bridés, donc il n'a pas une figure tout à fait slave. Donc Fiodor meurt naturellement. Alors certains parlent d'un empoisonnement, mais c'est peu probable vu qu'il était fragile. Il y a un vide qui s'installe. Le dernier des Rurikides adultes est mort, et donc il y a une lignée qui est en train de s'éteindre. Il y avait juste un enfant qui s'appelait Dmitri, qui avait 8 ans à l'époque, qui avait été du vivant de Fiodor écarté par Boris Godunov, soi-disant pour le protéger des boyards, qui auraient pu faire un coup d'État en tuant les deux derniers Rurikides. Mais en fait, c'était pour l'écarter de Moscou. Donc, que fait Boris Godunov à la mort de Fiodor? Il quitte Moscou pour Ouglitch pour simuler un désintérêt vis-à-vis du pouvoir. Et en réalité, c'est une stratégie pour montrer un désintérêt tout en laissant des partisans à lui. Ouais. Oui, Ivan avait fait ça, Ivan le Terrible, lui-même, tout à fait, pour que le peuple vienne le rechercher dans le monastère. tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une longue tradition, on la retrouve même chez l'empereur romain Auguste, qui à un certain moment a quitté le pouvoir pour qu'on le supplie de revenir. Voilà. Donc c'est une stratégie que l'on peut retrouver dans l'histoire. Donc il quitte le pouvoir et puis il y a des partisans de Boris qui sont en train de militer, de travailler pour lui.
Et finalement, les boyards vont réunir le Zemski Sabor, c'est un peu le parlement en quelque sorte suprême. Ils vont nommer Boris Godunov en tant que premier tsar d'une lignée non rurikite. Donc le pouvoir quitte les rurikites pour intégrer l'inconnu, au fait. Parce que Boris Godunov, on ne peut pas parler de lignée, parce qu'il n'a pas d'ascendant glorieux, etc. C'est un simple lignée mineur de boyards. Donc il prend le pouvoir et le choix s'est porté sur Boris Godunov pour différentes considérations. Premièrement, parce qu'il n'est pas issu d'une lignée importante. Et donc, il ne pourra pas nourrir d'ambition autocratique au détriment de la noblesse. Et donc, on pourra le contrôler. C'est ce que pensent les boyards. Deuxième élément, comme il n'appartient pas à une grande famille, il pourra être un point d'équilibre entre les différents clans de boyards, qu'il pourra maintenir à équidistance du pouvoir, ce qui évitera une lutte intestine entre les clans. Mais les boyards croyaient que le vrai pouvoir sera entre leurs mains et que Boris Godunov sera nommé tsar uniquement pour avoir une figure symbolique qui unifie la Russie et qui évite l'implosion du pays. Donc quand Godunov devient tsar, il y a le petit Dimitri qui meurt à l'âge de 8 ans. Et le scandale commence. Certains accusent directement Boris Godunov d'avoir tué le dernier Dmitri, qui était réellement le futur prétendant légitime au trône, une fois adulte. Mais Godunov ordonne de créer une commission d'enquête pour aller enquêter sur la mort du Dmitri. Et soi-disant, la version officielle, c'est qu'il était épileptique, il a eu une crise d'épilepsie, il est tombé, et le couteau qu'il tenait entre ses mains l'a perforé et l'a tué. Alors, très probablement, alors il y a une vraie querelle d'historiens en Russie par rapport à ça, mais il est très probable que l'ordre ait été donné par la femme de Boris Godunov et pas par Boris Godunov lui-même, qui n'avait pas besoin de ce type de scandale, qui était lui-même déjà en crise de légitimité. Certes, il a été nommé par les boyards, mais il n'avait aucune légitimité dynastique ou autre. Donc peut-être que quelqu'un de l'entourage, probablement sa femme, a ordonné de tuer le petit Dmitri. Alors, Boris Godunov, avant d'arriver au temps des troubles, il y a un événement important, une grande contribution à l'histoire de la Russie qu'il va réaliser, c'est qu'il va offrir un patriarcat à Moscou. Parce que jusque-là, Moscou avait un métropolite qui était un rang inférieur au patriarcat, et donc il ne pouvait pas avoir d'autonomie spirituelle. Et Godunov va profiter de la visite du patriarche de Constantinople à Moscou pour aller récolter des dons pour l'inviter au palais, lui faire des fêtes, des dons, des cadeaux, etc. Et réaliser un deal avec le patriarche de Constantinople en lui disant la chose suivante, je te donne tous les dons que tu veux, en échange, je veux que tu octroies à Moscou le statut de patriarcat aux côtés des quatre autres patriarcats orthodoxes, à savoir Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem. Le patriarche accepte, et donc effectivement Moscou devient patriarcat. Et il nomme un Russe comme premier patriarche de Russie qui va s'appeler Job. Enfin, il va prendre le nom de Job, c'est un peu comme les papes, il change de nom quand il devient patriarche. Et ça va jouer un rôle central dans l'histoire de la Russie parce qu'on ne peut pas réellement parler de symphonie de pouvoir s'il n'est pas question de patriarcat. Car le métropolite est nommé par le tsar avant, donc il était assujetti de fait. Mais là, on entre, et on le verra plus tard avec Alexis Ier et le patriarche Nikon, que ça a été rendu possible par ce qu'a fait Boris Godunov. Revenons au petit Dmitri qui est mort. Il y a un moine inconnu au bataillon qui s'est autoproclamé Dmitri. Au fait, je ne suis pas mort quand j'avais 8 ans. Ma mère a été mise au courant du complot. Elle a mis un enfant qui me ressemblait à ma place et c'est lui qui a été tué. Et moi, je suis le vrai Dmitri. Ah, alors, il a eu des partisans, immédiatement énormément de partisans, pour des raisons très factuelles. C'est que Boris Godunov n'a pas la légitimité des Rurikites. Deuxièmement, il y a eu une météo catastrophique, des hivers extrêmement lents et durs avec une pluviométrie très importante en été, qui avait provoqué des famines. Et donc, pour le peuple, à l'époque, il faut comprendre la naïveté des gens à l'époque, ils ont vu ça comme une malédiction divine qui vient punir les Russes pour avoir permis à un usurpateur de prendre le trône des Rurikides. Et donc, il a On peut révolté. ajouter, peut-être, pardon Rachid, on peut Oui, ajouter que c'est un trait disons, de l'anthropologie des peuples d'Ancien Régime récurrent, hein. tout à fait. C'est la thématique du roi caché, du roi que l'on va, Occulté. qui a disparu, le peuple le réclame, le recherche
Et évidemment, si le pouvoir réel concret est en plus entaché d'une crise de légitimité, la thématique du roi caché va avoir d'autant plus de succès. Et à la même époque, il y a le roi Sébastien au Portugal qui est Portugal, je l'ai, ouais. censé mort dans une guerre, dans une bataille Au Maroc d'ailleurs. au Maroc, tout à fait. C'est une thématique. Bon, on va la retrouver lors de la Révolution française, disons en mode mineur avec l'enfant du Temple. Mais c'est vraiment une très significative de l'anthropologie, je dirais, oui, d'Ancien Régime. Et peut-être plus que d'Ancien Régime, peut-être. Mais Mhm. ça nous amènera plus loin. Euh, on en Non, parlera mais tout peut-être à plus fait. tard. Au fait, tous les peuples traditionnels possèdent ce schème au niveau de leur imaginaire. On retrouve même chez les chiites l'imam occulté qui va Tout à revenir à la fait, fin des temps. Donc, exactement. c'est propre à toutes les cultures traditionnelles. Alors, la modernité, je ne sais pas si on peut faire une transposition, mais en tout cas, oui, ça s'inscrit pleinement dans cette logique-là. Et là, par contre, ce qui va aider, c'est le contexte économique, météorologique, climatique, etc. Et le contexte géopolitique, parce que les Polonais qui sont pas très loin de là vont voir là une occasion en or de pouvoir placer un tsar à la tête de Moscou qui leur soit intégralement assujetti. Et donc ils invitent le faux Dmitri, ils lui fournissent une armée afin qu'il puisse marcher sur Moscou et tuer Godunov et être nommé tsar. C'est ce qu'il fait. Il remporte victoire après victoire. Alors, le noyau de son armée, c'est des soldats polonais professionnels, mais il y a des contingents qui viennent s'agglutiner à cette croisade, on peut l'appeler comme ça, une fausse croisade avec un faux Dimitri. Mais finalement, l'armée du tsar va pouvoir écraser cette armée, polonais y compris, et il va revenir bredouille en Pologne. Mais Godunov meurt, on ne sait pas, empoisonné de maladies, etc. Et le fils de Godunov, qui était encore très jeune, avait encore moins de légitimité que le père, parce que le père, au moins, il a servi Ivan IV, il a servi Fiodor, il a tout un passif derrière lui qui milite pour lui. Et là, on a à nouveau une nouvelle marche sur Moscou. Et là, pour le coup, ça va marcher. Donc, le faux Dmitri va rentrer à Moscou. La femme de Boris Godunov et son fils vont être tués, étranglés. Alors, certains disent poignardés, on ne sait pas, mais en tout cas tués. Et les Polonais vont placer le faux Dmitri comme tsar à la tête de la Russie. Alors, Dmitri, moi, je le qualifie, enfin le faux Dmitri, je le qualifie de young leader avant l'heure. Parce que le gars est déjà placé par une puissance étrangère, occidentale. Les premières mesures qu'il va entreprendre sont des mesures ultra-libérales pour l'époque. Libéraliser le commerce, l'économie, changer le nom des institutions. Donc, on parlera plus de Douma, mais de Sénat comme en Pologne. Donc il va commencer une occidentalisation accélérée de la Russie et il va mépriser l'Église orthodoxe et toutes les coutumes russes. Et il va pas le cacher. C'est-à-dire, il va essayer de combattre le code vestimentaire des Russes, la pratique de la foi, et il va tenter graduellement de tirer les Russes vers la catholicité. Alors cette folie a duré 10 mois avant que les gens en aient assez et attaquent le Kremlin et tuent le faux Dmitri. Or, le problème, et les Polonais qui étaient là, sachant que durant les 10 mois de règne de Dmitri, les soldats polonais qui étaient là pour sa sécurité se comportaient comme des occupants. C'est-à-dire qu'ils maltraitaient les citoyens, ils volaient les commerçants, etc. Donc les Polonais sont chassés, mais il y aura une pluralité de faux Dmitri qui vont apparaître. Comme d'habitude, voilà, chacun va dire je suis de Dmitri, je suis de Dmitri. Et il faudra attendre que les boyards décident de ne pas risquer l'existence même de la Russie et décident de nommer un nouveau tsar qui va être Michel Ier Romanov. Et là, on a le début d'une nouvelle dynastie et la fin du temps des troubles qui était un temps d'ingérence, un temps de famine, un temps d'instabilité chronique où littéralement la Russie était menacée de disparaître. On peut signaler aussi que cette histoire des faux Dimitri a passionné Prosper Mérimée, qui était un bon connaisseur, sinon de la Russie, du moins de sa frange occidentale, la Lituanie, la Pologne, et qui a consacré un ouvrage au faux Dimitri. Et puis évidemment l'importante l'œuvre de Pouchkine, qui ensuite va inspirer, enfin l'œuvre de l'historiographe russe, qui va inspirer Moussorski dans une grande tragédie politique en musique sur Boris Godunov, Mhm. avec le faux Dimitri en jeune premier. Tout à fait. Et d'ailleurs, le temps des troubles, ceux qui vont le lire vont le remarquer. Pour moi, ce n'est pas juste un événement historique, c'est une phase qui s'inscrit dans la cyclicité.
Parce qu'il y aura d'autres temps des troubles, le temps des troubles 2, le temps des troubles 3, par exemple la période de Yeltsin, les années 90, c'est le temps des troubles 3, avant qu'un Romanov, c'est-à-dire Vladimir Poutine, ne vienne restaurer la verticalité du pouvoir, etc. Donc on aura encore des pans des troubles. Ça fait partie des quatre, enfin des deux axes dont j'ai parlé. C'est le côté bordélique des Slaves, le côté clanique, extrêmement horizontal, incapable d'accepter n'importe quelle hiérarchie, qui remonte. C'est des archétypes qui remontent des fois dans l'histoire de la Russie et qui permettent de donner une nouvelle vitalité. On le voit avec les Romanov. Ça va être un nouveau vitalisme qui va s'exprimer, mais il fallait d'abord purger un certain nombre de choses à travers une phase qu'on appelle le temps des troubles. Alors, comment cette nouvelle dynastie arrive sur le trône et comment elle va gérer ce balancement, cette oscillation entre Occident et Eurasie? Mhm. Alors, et premièrement, Michel Ier, quand il devient tsar, sa préoccupation première, c'est de réformer et de restructurer la Russie à tous les niveaux, politique, fiscal, économique, commercial. Donc, il y aura pas de valeur ajoutée majeure à l'histoire de la Russie, mais il y aura une période de stabilisation. Il va conclure un traité de paix avec les Polonais qui va être relativement défavorable à la Russie parce qu'il va abandonner un certain nombre de territoires, dans la ville de Smolensk aux Polonais, ce qui va priver la Russie d'un accès à la mer, notamment la mer Baltique. Ce qui était problématique à l'époque, sachant que le commerce était représenté 90% du commerce mondial. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, bizarrement. Donc, il va stabiliser la chose. Mais c'est Alexis Ier qui va jouer un rôle central dans l'histoire de la Russie, toujours dans la continuation de ce qui a été fait avant lui. Alors, Alexis Ier va avoir un très long règne, à peu près 30 ans, ce qui est relativement rare à l'époque. Et on va parler de règne paisible, de long règne paisible, puisqu'il y aura deux générations qui vont naître et grandir sous Alexis Ier. Alors, Alexis Ier avait un tuteur qui était le patriarche de Moscou, Nikon. Alors, Nikon est un personnage central dans cette époque-là, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de biographies qui sortent en Russie par rapport à Nikon. Premièrement, parce qu'il avait un tempérament autoritaire. Deuxièmement, parce qu'il va mettre en place des réformes qui vont diviser la Russie avant d'homogénéiser le tout. On va parler du Raskol. Et c'est celui qui va nourrir des ambitions qui vont au-delà des frontières de la Russie en voulant réunir tout le monde orthodoxe au sein d'un seul et même empire, un seul et même impérium, celui du tsar de toute la Russie. Alors, allons étape par étape. Premièrement, la première phase du règne d'Alexis Ier va être dominée par Nikon. Alexis Ier n'a pas encore l'expérience, il fait confiance à Nikon, il le laisse mener les réformes. Il faut comprendre que durant la parenthèse mongole, il y a eu un éloignement entre la Russie et le monde byzantin, ce qui a fait que les rites byzantins ont progressé, tandis que, à leur manière, à la manière grecque, tandis que les rites russes, étant déconnectés du monde byzantin, ont progressé d'une autre manière. Et on s'est retrouvé à l'époque de Nikon avec des différences majeures, sur le plan formel, entre la pratique du rite orthodoxe chez les Grecs et chez les Russes. Un exemple très simple. Les Russes faisaient le signe de croix avec deux doigts. Ils faisaient avec deux doigts. Là où les Grecs le faisaient avec trois doigts. Alors, ça paraît banal, mais pour eux, c'est une question de salut. C'est-à-dire, si vous vous trompez du nombre de doigts, bah, votre signe de croix ne sera pas accepté, en quelque sorte. Alors, comment expliquer la divergence, mais sans qu'il y ait de divergence de dogme? Alors, les Russes, ils disaient à l'époque qu'on faisait avec deux doigts pour signifier la double nature du Christ, divine et humaine, tandis que les trois doigts restants représentaient la Trinité. Les Grecs, c'est la même chose, mais seulement il est inversé. C'est qu'ils font le signe de croix avec trois doigts, c'est la Trinité, et les deux doigts qui restent, c'est la double nature du Christ. Donc il y aura un débat par rapport à ça. Deuxièmement, au niveau de la Bible, il y a des passages qui ont été mal traduits peut-être la première fois lors de la conversion de la Rousse. Il y a des mots qui sont écrits différemment. Par exemple, le nom de Jésus est écrit avec un seul i, alors que normalement il doit être écrit avec deux i. Et donc Nikon va vouloir homogénéiser le tout, mais en prenant comme référentiel le rite grec. Et donc c'est le rite russe qui va devoir se soumettre au rite grec. Et donc il y a eu des divisions au sein du clergé, mais même au sein de la population, il y a eu une révolte même. Il y a un archipope très célèbre qui s'appelle Avvakum, qui a écrit un livre de mémoire, enfin ses mémoires par rapport à toute la lutte qu'il a menée, mais vraiment avec dévotion. Il en est mort à la fin, il est mort brûlé vif, pour défendre le rite russe, le rite slave, contre le rite grec.
Et il y aura des bûchers qui vont être organisés, des milliers de Russes vont être brûlés vifs, des hommes, des femmes, etc., parce qu'ils refusaient d'abandonner le rite russe. C'est Alors ceux qui vont opérer le schisme et refuser le rite grec vont être appelés les vieux croyants. C'est-à-dire ceux qui continuent de croire à l'ancienne manière, l'ancien rite avant l'homogénéisation réalisée par Nicode. Et ceux qui vont rester, ça va être ceux qui sont dans l'orthodoxie réformée, en quelque sorte. ce Oui, qui est intéressant dans cette alternative, c'est que d'un côté, on sacrifie un particularisme, hein, une typicité, dans des ambitions d'universalisme orthodoxe, donc pour tout à fait. éventuellement intégrer et peut-être contrôler un pan plus large en fait de l'orthodoxie, alors que de l'autre côté, on s'intéresse pas à à ces ambitions, disons quand même assez temporelles, et on reste concentré sur des formes héritées qu'on estime plus importantes que tout enjeu spirituel. Mhm. Et ça a aussi inspiré d'ailleurs Moussorgsky, hein, qui en a tiré un opéra, la Chovenshchina, qui se termine par l'Holocauste des Raskolniki, dans une scène tout à fait spectaculaire. Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet d'avancer quelque chose, c'est que les Russes et les Slaves en général n'ont pas un tempérament impérialiste. Ils ne l'ont jamais eu. Les Slaves ne rêvent pas d'aller dominer d'autres peuples et les soumettre. D'où le fait que quasiment toutes les guerres, depuis la fin du joug mongol, juste avant l'avènement de Pierre Ier, toutes ces guerres-là avaient une seule visée, c'est rassembler toutes les terres russes et mettre fin à la menace des khanats mongols qui sont nés de l'éclatement de la Horde d'Or. Il n'y a pas eu une seule guerre pour aller conquérir un autre peuple ou une autre terre. Ivan III, Ivan IV, Alexis Ier également, la guerre contre les Polonais. C'était tout pour réunir. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'Ukraine, c'est la volonté de reconstituer le monde russe. Donc ça a toujours été le leitmotiv, un peu le filigrane derrière l'histoire russe. Quand est-ce que la Russie va devenir impérialiste? C'est lorsque la composante occidentale va prendre le dessus sur l'imaginaire russe, avec Pierre le Grand, on le verra plus tard, et Catherine, etc. Mais avant Pierre le Grand, toutes les guerres visaient à rassembler le peuple russe au sein d'une terre ancestrale qui existait avant l'invasion mongole. C'est tout. Alors Nikon, effectivement, vous le mentionniez, vous avez raison de le faire. C'est pas par dévotion qu'il cherche à harmoniser les rites, etc. Il sait que c'est globalement la même chose, que ça ne touche pas au dogme, mais parce qu'effectivement, il a un objectif plus grand. C'est qu'il rêve d'intégrer tous les Slaves, c'est-à-dire Constantinople, les Slaves grecs, les orthodoxes grecs, et puis même plus tardivement peut-être Jérusalem, etc. Et il va mettre la pression sur Alexis pour qu'il entame une guerre contre les Ottomans. Il va même fomenter un complot avec le patriarche de Constantinople pour que le jour où les armées russes vont arriver aux portes de Constantinople, les orthodoxes vont se révolter massivement, tuer les garnisons turques et aider les Russes à prendre la ville de Constantinople. Bon, naturellement, Alexis est un réaliste. Il va lui dire, il va lui demander d'arrêter de délirer. L'Empire ottoman à l'époque était à son apogée. Et l'époque gravitant autour de Soliman le Magnifique. Et un peu après, la Russie n'a pas les moyens de mener une telle guerre et n'en a pas besoin. Je veux dire, les Russes n'ont jamais rêvé de réunir toute l'orthodoxie, d'ailleurs à tel point qu'ils sont même prêts à mourir pour défendre leur orthodoxie qui est différente de celle des autres. Et donc le début de la division entre Nikon et Alexis va commencer à apparaître, devenir de plus en plus important. Notamment, Alexis reprochait à Nikon la brutalité avec laquelle il menait sa lutte contre les Raskolniki, contre ceux qui vont devenir les vieux croyants, alors qu'Alexis prenait plus de pédagogie, etc. Et donc la rupture va être entamée avec le départ de Nikon, qui va quitter son poste pour aller en exil dans son propre palais qu'il a nommé la Nouvelle-Jérusalem et sans démissionner. Donc il reste patriarche, mais il n'exerce plus la fonction. Ça a duré 8 ans. Et Nikon attendait que le tsar le rappelle, parce qu'il y a eu des disputes avant. Et à chaque fois, le Alexis se pliait devant Nikon et lui suppliait de revenir, etc. Mais cette fois, il n'a pas plié. Et il a fallu organiser un concile, ou l'équivalent d'un concile, où figuraient tous les patriarches de l'orthodoxie, d'Alexandrie, de Jérusalem, de Constantinople,
pour pouvoir destituer un patriarche. Le tsar n'avait pas autorité pour destituer un patriarche. Et donc le concile s'est réuni, effectivement, il a été destitué, un nouveau patriarche a été nommé. Mais la réforme entamée par Nicône étant achevée, Alexine n'a pas vu, comment dire, n'a pas jugé utile de rétropédaler. Donc il a maintenu les réformes de Nicône et on est resté dans ce schéma d'harmonisation du rite. Donc ça, c'est pour la dimension spirituelle. L'autre volet, sous le règne d'Alexis Ier, l'Ukraine orientale va être rattachée à la Russie, de son propre gré. Personne ne les a obligés. Alors Khmelnytsky, qui avait mené une révolte des Cosaques, Zaporog, contre les Polonais, n'a pas pu définitivement chasser les Polonais, parce que les Polonais ne voulaient pas lâcher l'Ukraine. Pour eux, c'était un peu une position stratégique. Et cette révolte a été nourrie par le fait que on est parti d'un point de départ qui était la suzeraineté des Kazakhs ukrainiens vis-à-vis de la Pologne, mais qui respectait une autonomie des Cosaques, c'est-à-dire la liberté de mener des raids comme ils veulent sur le Khanat de Crimée ou ailleurs, de maintenir leur foi orthodoxe. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que le Polonais mettait de plus en plus la pression sur les Cosaques pour leur faire perdre leur autonomie et les intégrer définitivement dans l'empire polonais. Ça se traduisait par le fait que les Polonais exigeaient le démantèlement des forteresses des Cosaques, c'est-à-dire les priver de lignes de défense, par le fait de leur interdire des raids, juste comme ça, pour asseoir une autorité, et par le fait qu'ils mettaient la pression pour restreindre un peu le champ de l'orthodoxie et préparer le terrain à une conversion au catholicisme. Donc Khmelnytsky va à Moscou et il demande à Alexis Ier la protection. Et donc, il change de suzeraineté en passant de la Pologne à la Moscovie, en échange de la protection de la Russie. La Russie entre en guerre aux côtés des Cosaques, une guerre qu'elle va remporter contre les Polonais. Et depuis, les Ukrainiens orientaux, plus Kiev, donc la partie est du Dniepr, plus Kiev, vont faire partie de la Russie, tandis que la partie correspondant à Lvov, etc., vont être intégrés à la Pologne. Et cette division-là, on la voit aujourd'hui également. C'est-à-dire le Dniepr est une frontière civilisationnelle et pas uniquement géographique. Après, il y aura des révoltes ukrainiennes contre Moscou également, mais pas pour des raisons de remise en cause de la suzeraineté, mais parce que les boyards qui vont être nommés par la Russie pour diriger l'Ukraine vont mal se comporter, imposer des impôts intenables, etc., être corrompus, etc. Mais jamais la révolte n'a été contre le tsar. En fait, l'idée de l'époque, c'était le tsar est gentil, ce sont ceux qui l'entourent qui sont méchants. C'est un peu ça la Libye. Et donc, on ne se révolte pas, même si on marche sur Moscou, mais c'est pas contre toi, c'est contre ton entourage. Et puis il y a l'idée de la fidélité personnelle du Cosaque envers le tsar, sans intermédiaire. Tout à fait. Donc, on aura plusieurs révoltes, mais bon, l'Ukraine est demeurée au sein de la Moscovie. L'autre élément, c'est qu'Alexis Ier va donner carte blanche aux Cosaques pour aller du côté de la Sibérie. Donc allez, prenez tout ce que vous trouvez. La Sibérie était une forme de no man's land géopolitique. Donc il n'y avait aucune puissance qui le dominait. Il y avait des tribus turco-mongoles, finno-ugriques, qui étaient primitives du point de vue de leur organisation politique et militaire. Et donc c'était une proie facile pour les Cosaques qui se sont projetés au cœur de l'Eurasie, au cœur du Heartland, offrant à la Russie pour la première fois un nouvel ancrage qui est l'ancrage eurasiatique, asiatique, qui va faire d'elle une puissance eurasiatique. Et donc, ça, c'est la première touche apportée par Alexis Ier à la Russie que l'on connaît aujourd'hui, en lui offrant une nouvelle fenêtre qui après va se déplacer jusqu'à atteindre les frontières de la Chine et du Japon. Le mouvement de balancier, alors on a un point d'équilibre peut-être à l'époque d'Alexis Ier finalement, et le balancier va aller du côté de l'Occident avec Pierre Ier. Si on peut Oui, enjamber la période, la fin du XVIIe et entrer au XVIIIe siècle avec ce tsar qui a visité l'Europe, qui a visité les Pays-Bas, qui a été à Versailles, qui a voulu apporter, disons, des savoirs techniques qui, d'après lui, faisaient défaut à la Russie, et pas seulement, et pas seulement. On va le voir, parce que il y a l'occidentalisation, comment dire, défensive, et il y a celle qui est un peu plus proactive. Enfin, je laisse développer ces points tout à fait. importants. Tout à fait. Alors, il faut rappeler que d'Ivan III jusqu'à Alexis Ier, tous les tsars n'étaient pas fermés à l'Occident, mais ils avaient un rapport instrumental à l'Occident.
C'est-à-dire, on prend la technologie, les techniques occidentales, mais on ne prend pas le logos occidental. On ne prend pas l'imaginaire occidental. On reste slave, russe, etc. D'où le fait que beaucoup de cathédrales, de grandes cathédrales à Moscou, ont été réalisées par des architectes italiens. L'artillerie d'Alexis Ier a été modernisée par des Allemands, par des experts allemands. Donc il n'y avait pas de fermeture. C'est pas un pays, c'est pas le Japon durant le 16e, 17e siècle qui se ferme définitivement. On était dans des rapports marchands, techniques, etc. Mais avec Pierre le Grand, Pierre Ier, on entre dans une rupture fondamentale dans tout ce que les tsars qui l'ont précédé ont tenté de maintenir la Russie. Premièrement, comment dire? Alors, son séjour en Europe, effectivement, l'a impressionné. Il a pris conscience du décalage technique et technologique et économique qu'il y avait entre la Russie de l'époque et le monde occidental. Donc on peut comprendre le désir d'accélérer la modernisation de la Russie, au risque de voir la Russie totalement dépassée et engloutie par la Suède, qui était une puissance montante, ou par les Polonais. Et puis divisée contre elle-même aussi. C'est ça le grand risque, en fait. Tout à fait. Il y a des tensions internes et puis il y a les menaces externes. Et d'ailleurs, il aura raison puisque la première bataille qui va être menée contre le royaume de Suède va être une catastrophe pour l'armée russe qui sera écrasée. Donc on a une armée médiévale ou de la fin du Moyen Âge qui combat une armée moderne. C'était ça le décalage qu'il y avait. Mais le piège dans lequel Pierre le Grand est probablement tombé, et pas que lui, beaucoup de gens avant lui et après lui, c'est de confondre modernité et Occident. Pour lui, les deux étaient quasiment synonymes. C'est que si on veut moderniser, on doit occidentaliser. Et donc, à la mort d'Alexis Ier, qui laisse deux héritiers et une fille, il y aura un schéma unique dans l'histoire de la Russie, c'est que le pouvoir ne va pas être donné à Pierre ou à Fiodor, l'autre fils de Alexis, mais ça va donner lieu à une diarchie, un pouvoir avec deux tsars, une forme de co-suzeraineté ou co-souveraineté, avec une régente, c'est leur grande sœur, Sophia. Alors, Fiodor II, le deuxième du nom, était un peu déficient mentalement, était un peu malade, donc son règne ne va pas durer longtemps, il va mourir assez rapidement, là encore probablement empoisonné, c'est un hobby à l'époque, mais comme dans tous les empires. Et Pierre le Grand va écarter Sofia et va prendre le pouvoir, et là il va commencer les réformes notamment au niveau de l'armée, moderniser l'armée, mais également au niveau politique et l'occidentalisation. Par exemple, il va ordonner aux boyards de se couper les barbes. La barbe est un symbole de sagesse, de rang, etc. Il va leur ordonner de couper les barbes, de se raser les barbes. Il y aura une résistance par rapport à ça. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est d'interdire aux jeunes boyards de se marier tant qu'ils ne se rasent pas la barbe. Donc c'est assez convaincant comme argument. Finalement, voilà, ils sont tous rasés la barbe pour pouvoir se marier. Il va introduire de nouvelles pratiques culinaires. Par exemple, le café, différents types d'alcool qui n'étaient pas connus en Russie et qui buvaient que le vin, qui était produit dans le sud. Donc, même au niveau culinaire, il va moderniser, il va occidentaliser le mode de vie russe. Et au niveau des vêtements, il va interdire aux boyards de porter le caftan russe traditionnel et ils vont se mettre à porter les vêtements que porte la noblesse et l'aristocratie européenne. Alors après la première défaite avec la Suède, Pierre le Grand se reprend en main, il réorganise son armée, il la modernise et il remporte une bataille écrasante contre l'armée suédoise qui va définitivement tuer toutes les ambitions de la Suède et va permettre à la Russie de s'ériger en puissance européenne puisqu'elle est arrivée à battre une grande puissance européenne. Et là, ça va lui permettre d'accéder à la mer Baltique, d'élargir le territoire qui donne sur la mer Baltique et de fonder une nouvelle capitale qui correspond à deux impératifs. Le premier, un impératif géopolitique, c'est que la puissance mondiale se fonde sur la mer. Là, on est dans Carl Schmitt. Et donc, avoir une capitale ouverte sur la mer permet de déplacer le centre de gravité de la Russie de la profondeur continentale vers une dimension thalassocratique. Mais ça implique également une rupture civilisationnelle. C'est qu'au fait, en allant vers le schéma thalassocratique, on entame une rupture avec le monde byzantin, avec le monde continental, avec tout ce qui a fait la Russie en réalité. Et on va vers un autre paradigme civilisationnel que la Russie n'a jamais connu. Pas qu'elle n'a jamais connu en tant que Moscovie, mais il y a des régions de la Russie qui sont prédisposées à être libérales. Par exemple, Novgorod, la région de Novgorod ou Veliki Novgorod, la ville existe encore aujourd'hui, a toujours été une république.
avant d'être dominés par Ivan III et puis par Ivan IV également, et à chaque fois, ils se révoltaient. Donc, ils ont un caractère très républicain. Pourquoi? Parce que c'est des marchands. C'est une cité de marchandes qui faisait partie de la Ligue hanséatique, qui était ouverte sur la mer, alors pas géographiquement, mais économiquement et commercialement. Et donc, ça façonne un tempérament. Tandis que les Russes de l'intérieur du continent étaient plutôt tellurocratiques. C'était des paysans, des gens qui travaillaient la terre, qui étaient dans le pragmatisme, qui étaient dans une dimension rustique, dans le rapport à la vie, dans une dimension de foi, de sincérité dans la foi. Et donc, on a toujours eu une Russie potentiellement libérale, mais qui a toujours été dominée par la Russie continentale. Mais avec Pierre le Grand, on a la rupture, c'est la Russie continentale qui est écartée, et assujettie à une nouvelle Russie thalassocratique qui va se fonder autour de Saint-Pétersbourg. Alors, Pierre le Grand, déjà en tant que personnage, était quelqu'un d'imposant, donc il faisait à peu près 2 mètres, un peu moins de 2 mètres de hauteur. À l'époque, c'est énorme. Et il avait un tempérament extrêmement colérique, extrêmement autoritaire. Et pour ne pas rompre avec la tradition, il va tuer son fils également. Pourquoi? Pour différentes raisons. Alors, il avait une première épouse qui était extrêmement croyante, qui lui a donné son fils. Et quand il a entamé cette occidentalisation de la Russie, sa femme, sa première femme, a refusé d'y adhérer. Elle était fidèle à l'Église orthodoxe et au reste. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a exilé dans un monastère pour finir sa vie en tant que nonne, et il a pris une nouvelle épouse occidentale pour bien faire, voilà, pour coller à l'image et donner l'image et l'exemple personnel. Alors, le fils de sa première épouse ne lui a jamais pardonné le fait qu'il a trahi sa mère. Et donc, pendant la guerre contre la Suède, son fils est allé voir le roi de Suède et lui a donné tous les secrets qu'il avait sur la Russie, sur l'armée russe, etc., pour mettre en échec son propre père. Le roi de Suède a pris toutes les informations et puis il a ordonné à sa garde, maintenant, prenez-le et rendez-le à son père et dites à son père ce qu'il a fait. Donc il y avait quand même une forme de noblesse. C'est-à-dire, je prends ce qu'il y a à prendre, mais après, je ne peux pas respecter un traître. D'accord, même si ça me profite, mais tu demeures un traître. Donc il est ramené à son père et son père lui demandait une chose, juste demande pardon, juste demande pardon. Le fils n'a pas voulu demander pardon, il l'a fouetté, il l'a maltraité, et puis le coup de trop et le fils est mort. D'où le fait que quand il est mort, c'est sa femme qui est devenue impératrice, parce qu'il a tué le fils qui, normalement, était prédestiné à devenir tsar. Donc, c'est très compliqué, cette parenthèse de Pierre Ier, parce qu'en même temps, il a sauvé la Russie en modernisant l'armée, l'État, l'appareil étatique, etc., et qui a permis à la Russie de continuer d'exister en tant que puissance européenne et légèrement eurasiatique. Mais en même temps, il a quelque part poignardé l'âme russe, enclenchant un lent déclin qui va se conclure par la révolution bolchevique. En fait, quand les bolcheviks entament leur coup d'État ou révolution, ça dépend des points de vue, au fait, l'État russe n'avait plus d'âme. Cette âme l'a quitté graduellement, empereur après empereur, impératrice après impératrice. Au fur et à mesure que l'État s'occidentalisait, il perdait de son âme. Et donc, quelque part, paradoxalement, les bolcheviks étaient plus proches de l'âme russe que ne le fut Nicolas II et l'entourage de Nicolas II. Les deux aspects de cette, comment dire, de ce coup de poignard dans l'âme russe dont tu parles, Rachid, c'est peut-être, si on prend l'angle théologico-politique, c'est la fin de la symphonie des pouvoirs. Il faudra expliquer un petit peu ce que c'est, d'une part, et d'autre part, une entreprise de légitimation d'un type nouveau du pouvoir impérial, qui n'est pas le Tsara, mais quelque chose de nouveau qu'il faut un peu expliciter et qui date de Pierre Ier. Tout à fait. D'ailleurs, c'est bien que vous l'ayez mentionné. Pierre Ier a changé le titre en abandonnant le titre de tsar et en le remplaçant par imperator, empereur, faire comme les Occidentaux. D'ailleurs, un titre qui, pendant des années, ne va pas lui être reconnu par les puissances occidentales. Il a fallu attendre 7 ou 8 ans avant que la France, l'Angleterre ne le reconnaissent comme empereur. Alors oui, la question de la légitimation est importante et ça fait partie du coup de poignard dont j'ai parlé. Parce qu'avant Pierre Ier, tous les tsars étaient vus comme étant des pères, comme étant un père autoritaire, mais un père aimant en même temps et proche du peuple. D'ailleurs, les tsars, on les appelait Batюshka tsar. C'est-à-dire, Batюshka, c'est le nom gentil pour dire papa. C'est papa le tsar. Les gens l'appelaient comme ça. Le tsar marchait dans les rues de Moscou.
des gens pouvaient le côtoyer, pouvaient lui soumettre des requêtes, etc. Donc il n'y avait pas cette distance entre l'État et le pouvoir et entre le peuple. Il y avait une grande proximité. Même Ivan IV se mélangeait au peuple, etc. Et vivait de manière très rustique. On n'était pas dans l'apparat et dans le faste des palais à Versailles ou ailleurs. Avec Pierre le Grand se crée une distance qui va devenir de plus en plus grande entre le peuple et entre l'État. L'État est vu comme étant fort, les Russes en sont fiers, d'accord, mais il est vu comme étant une xénocratie, paradoxalement. Certes, ils n'ont plus de rurikites, qu'ils croyaient être des étrangers, ils ont des Slaves russes qui viennent d'eux-mêmes, mais l'interaction entre les deux, c'est comme si cet État venait de l'étranger. C'est comme s'il n'était pas le leur. C'est comme s'ils vivaient dans un État occupé par un pouvoir qui certes contribuent à la grandeur de leur pays, mais ils n'arrivent pas à s'identifier à ce pouvoir. Ils ne s'habillent pas de la même manière, ils ne pensent pas de la même manière, ils ne parlent pas le même russe. D'ailleurs, même à la cour de Russie, le russe deviendra marginalisé de plus en plus, au profit du français notamment, qui sera la langue de la cour, etc. Des impératrices vont être des étrangères dont on ne sait même pas s'ils sont réellement orthodoxes ou pas. Et donc, ce gap qui est né avec Pierre le Grand ne va cesser de grandir jusqu'à la révolution bolchevique, qui va finalement euh, plonger la Russie dans un nouveau temps des troubles pour par la suite donner une nouvelle forme de tsara, un tsara rouge avec Staline, etc. Mais tout commence avec Pierre le Grand. C'est qu'en fait, paradoxalement, à partir de Pierre le Grand, la Russie va devenir de plus en plus puissante, mais en même temps intérieurement, elle devient une coquille de plus en plus vide. Et donc à la fin, on a un monstre énorme mais sans aucune âme en réalité, et donc extrêmement fragile. D'où le fait que les bolcheviks, là, pour le coup, ont profité de cette perte. D'ailleurs, même à l'époque de Nicolas II, les gens, les petites gens, avaient encore un espoir que derrière cet empereur froid et lointain se cachait encore le papa tsar, en quelque sorte, ou le petit père des peuples de tsar. D'où le fait que quand il y a eu la grève des ouvriers à Petrograd et qu'ils ont marché en direction du palais de Petrograd, ils portaient dans leurs mains une icône orthodoxe, un portrait de Nicolas II, et ils chantonnaient de manière liturgique des chants orthodoxes. Oui, en Et 1905. tout à fait, tout à fait, le jeudi rouge, je crois, là, c'est un jeudi. Et donc ils allaient vers leur papa. C'est pas vers l'empereur qu'ils allaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange? La réaction de l'empereur. Alors peut-être pas sa réaction à lui, mais de son entourage, mais on a tiré sur la foule. Et donc là, ça a été la dernière main tendue par le peuple à l'empereur pour qu'il redevienne tsar. Et il a refusé. Et ça a donné le drame que l'on connaît, celui de la révolution bolchevique et les millions de morts. Alors, il est difficile hein, de, comment dire, on voit bien qu'il y a une réelle complexité, il y a des couches épaisses d'interprétation qui se posent, qui se surimposent sur le phénomène bolchevique, communiste ou soviétique, et il n'est pas facile d'en rendre raison hein, quand même dans l'histoire russe. Euh, disons dans la perspective hein, d'une histoire du peuple russe. Alors, mais il me semble que vous donnez des pistes pour quand même la, l'interpréter. Donc, par exemple, celle d'un néo-tsara, en fait. Un néo-tsara collectiviste, qui Bah, rendrait compte, par exemple, au moins d'une certaine phase de l'époque soviétique en Russie. c'est-à-dire, juste pour bien comprendre la question. Bah, en fait, comment interpréter dans ce mouvement donc de balancier de l'histoire russe l'époque soviétique? D'accord, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que au moment de la révolution bolchevique, les bolcheviks étaient plus proches de l'âme russe que le règne, que le pouvoir de Nicolas II. Pourquoi? Parce que les valeurs centrales de l'âme russe, c'est les valeurs de proximité, d'égalité. On retrouve le côté slave, qui est un peu le substrat, auquel viennent s'ajouter les autres. Et d'où le fait que le tsar est certes autoritaire, mais il est en même temps égal ou proche, en tout cas, de ses sujets, ce qui va se perdre avec l'Empire. Les bolcheviks viennent avec un message qui résonne avec l'âme russe. Ils viennent avec un message d'égalité, cette égalité qui s'est perdue avec l'Empire. Ils parlent au nom du peuple, là où l'Empire parle au nom de la grandeur de la Russie, qui est un concept abstrait. Pour la plupart des gens, les paysans russes et les moujiks, etc., pour eux, c'est abstrait.
Pour eux, qu'est-ce qu'incarne le pouvoir? Est-ce qu'il incarne une orthodoxie proche de nous qui nous protège ou un pouvoir lointain qui nous voit comme une vache que l'on peut traire à l'infini pour la grandeur d'une petite aristocratie qui vit dans le faste à Pétrograd? Donc le message des bolcheviks résonne avec l'âme russe. Et d'ailleurs, il parle de redistribution des terres. Donc, il y a une proximité qui est rétablie par les bolcheviks, mais en évacuant Dieu, en quelque sorte. Ce qui va créer une scission au sein de la paysannerie et du peuple russe qui, qui vit ce qu'on pourrait appeler une dissonance cognitive ou une injonction paradoxale. C'est que d'un côté, les bolcheviks sont plus proches de nous en termes d'âme, en termes de message central. Mais en même temps, ils écartent Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les rejoint ou on les rejoint pas? De l'autre côté, on a ce qui va devenir l'armée blanche, des gens qui certes sont orthodoxes monarchistes, mais en même temps, ils défendent une monarchie à laquelle on ne croit plus, celle de la fin des Romanov, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça a créé une forme de division et de scission qui, des fois, a traversé même les familles, entre ceux qui ont rejoint les bolcheviks et ceux qui ont rejoint le clan monarchiste. Et ça a donné la guerre civile. L'équilibre va être trouvé à l'époque de Staline. Donc, parce qu'il faut comprendre que dans la révolution bolchevique, la composante majeure n'était ni slave ni orthodoxe, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est là, elle avait un autre projet pour la Russie. Pour elle, la Russie, c'était juste un point de départ pour une révolution planétaire. Et donc, on pouvait brûler la Russie, sacrifier 10 millions de Russes, il n'y a pas de problème. On ne font pas partie du peuple de lumière. Par contre, Staline, bien que géorgien n'étant pas slave, mais comprenant bien comment fonctionne l'âme slave, il va donner aux Russes ce qu'ils attendent, Puis c'est-à-dire un c'est un nouveau ancien tsar. séminariste. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il connaît bien l'orthodoxie, il connaît bien tout ça. Et donc, il va leur donner ce qu'ils réclament. D'accord, pour stabiliser la situation, bah, je vais vous donner la figure du tsar du Batchushka, le petit père des peuples. C'était ça le tsar avant, et d'ailleurs de Staline, on parlait comme étant le petit père des peuples, qui va être autoritaire, cruel, mais cruel, comment dire, dans votre intérêt, pour maintenir l'égalité entre vous. Et donc, on aura un tsar rouge, au fait qui va. Mais ce qui lui manquait, d'ailleurs, je le dis dans le livre, parce que je fais le parallèle entre Staline et Ivan IV, il y a quand même deux différences majeures entre les deux. La première, c'est qu'Ivan IV a martyrisé la noblesse en épargnant le peuple. Staline a martyrisé tout le monde. C'est littéralement tout le monde. Et il a mis en place une machine infernale qui est devenue autonome. C'est-à-dire, c'est pas Staline qui donnait les ordres d'arrêter systématiquement dans le détail chaque personne, mais il a enclenché une machine avec Beria, Beria, avec, comment il s'appelle? Oui, oui, Beria, qui va monter une machine de, de lutte contre-révolutionnaire, soi-disant, mais qui va harceler et martyriser la classe moyenne soviétique, enfin tous les gens. Et ça a donné des millions de morts. Sans parler de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été gérée de manière catastrophique au début par Staline. Et puis par la suite, ça a repris. Les purges staliniennes ont repris après la guerre. Il y a eu une parenthèse durant la guerre, mais ils ont repris après la guerre. Donc ça, c'est la différence majeure. L'autre différence majeure, c'est que Staline ne croyait pas en Dieu. Ivan IV était profondément croyant. Et vers la fin de la vie d'Ivan IV, alors je ne sais pas quelle est la part de légende, de la part de vérité, mais il paraît qu'Ivan IV est allé demander pardon à genoux à toutes les familles de boyards dont il a tué le mari, le père, etc. Donc il y avait une crainte de Dieu chez Ivan IV, c'est qui n'était pas le cas de Staline. Donc Staline a mimé la figure du tsar pour mieux dominer le peuple russe, qui était le noyau de l'Union soviétique. 80% de la population était russe orthodoxe. Et donc, au fait, comment dire, c'est une deuxième trahison, un deuxième coup de poignard dans l'âme russe. Le premier, ça a été les Romanov. Le deuxième, ça a été Staline. Et au final, on se retrouve en bout de course dans les années 90 avec une Russie qui ne croit plus en rien, qui n'a plus d'âme. L'orthodoxie a été marginalisée et massacrée par les bolcheviks. L'État est devenu un monstre froid, comme disait Nietzsche. Il a commencé à l'être sous les Romanov, mais il est devenu de manière absolue sous les bolcheviks. Et en plus, il y avait un vide idéologique. Et puis, il y a des usurpateurs qui viennent, comme Boris Yeltsin, et on retrouve le faux Dmitri qui vient, qui veut libéraliser, occidentaliser de manière accélérée par une forme de mimétisme totalement stupide et totalement naïf, et qui menace à nouveau de faire disparaître la Russie puisque c'est à l'époque qu'il y a eu la rébellion en Tchétchénie, qui a voulu contaminer le Daghestan, avec la CIA qui rentre dans le jeu, les Turcs également qui rentrent dans le jeu. Donc, ce qui était prévu, c'était une fragmentation de la Russie, en partant d'un talon d'Achille qui est la composante musulmane de la Russie, en tout cas perçue comme telle par la CIA.
Et donc, ça nous donne ce troisième temps des troubles qui s'achève au début des années 2000 avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, qui passe, comme vous dites, du libéral-étatisme au monde russe. Tout à fait. Moi, je distingue deux Poutine. Alors, pas moi, il y a d'autres qui le distinguent avant moi, comme Alexandre Dogin, qui avait écrit un livre qui s'appelle Poutine contre Poutine, où il y a le Poutine lunaire et le Poutine solaire. Le Poutine lunaire, c'est le Poutine libéral qui regardait du côté de l'Occident. Le Poutine solaire, c'est celui qui incarne une destinée, qui le dépasse d'ailleurs, qui est la destinée de la Russie. En fait, le premier Poutine voyait la Russie dans l'Occident, mais en tant qu'État souverain et respecté en traitant d'égal à égal avec les Occidentaux. Mais il ne voyait pas du tout du côté de la Chine ou du côté de l'Eurasie. Pour lui, c'était tout à fait naturel que la Russie soit un État européen. Sa littérature est européenne, même Pouchkine a écrit des poèmes en français, enfin, en russe et en français, il écrivait également. Donc c'était la culture classique. D'ailleurs, la culture française avait une centralité dans la culture russe européenne. Comme je disais, à la cour, on parlait français, on traduisait les œuvres, etc. Et on les lisait même en français. Je rappelle qu'il y avait même des correspondances entre une impératrice et Leibniz, et même en France avec Voltaire. Donc il y avait ce lien-là que Poutine a voulu faire perdurer, mais en redonnant à la Russie une souveraineté. Donc la Russie n'est pas une marche de l'Empire occidental, mais elle est une composante centrale. D'ailleurs, il a voulu même intégrer l'OTAN. Il avait proposé à Bill Clinton a gentiment décliné. Il a proposé d'intégrer l'Union européenne dans la foulée. C'est Merkel qui a opposé un veto. Et donc, on a un Poutine totalement différent du Poutine actuel. Mais c'est un libéral étatiste. La rupture a eu lieu avec le discours de Munich. Donc là, on est en 2007. Poutine a reçu suffisamment de gifles et d'humiliations pour comprendre que jamais l'Occident ne verra la Russie ou les Russes comme des Européens. Pour eux, c'est des demi-orientaux, c'est une marche de l'Empire occidental. Ils ne peuvent prétendre, notamment les élites occidentales, je parle pas des Mm. peuples qui ont du respect pour le peuple russe. Et donc, il comprend qu'une rupture doit se faire. Mais le problème, c'est qu'une rupture se fait au niveau idéologique. Or, il n'y avait pas d'alternative idéologique au libéralisme occidental. Donc, on était dans le prolongement du moment unipolaire, etc. Donc, il a fallu bricoler avec le patriotisme, créer une jeunesse patriotique, faire un certain nombre de trucs qui ne marchaient pas du tout, parce qu'on ne peut pas comment dire, former des jeunes Russes pendant une vingtaine d'années au mode de vie occidental et aux idéaux occidentaux pour par la suite exiger d'eux de devenir immédiatement des patriotes et des gens qui aiment l'âme russe, etc. Ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de tentatives de faire des Maïdan, des révolutions colorées en Russie, à Moscou, où les jeunes étaient une proie facile pour les ONG de Soros et d'autres, etc. Parce qu'effectivement, ils ont été forgés, ils ont été formés pour devenir de futurs occidentaux. Et puis là, il y a l'État russe qui bascule de l'autre côté qui demande aux jeunes de basculer de l'autre côté. Donc il a fallu tâtonner longtemps jusqu'à 2014. Et c'est là où l'idée de monde russe va être érigée en concept politique. Alors Dogin, le pauvre, n'arrêtait pas de gesticuler pendant toutes ces périodes pour toquer à la porte du Kremlin en leur disant, écoutez, écoutez, faut le monde russe, le racisme, etc. Mais le Kremlin était sourd et regardait du côté de l'Europe. Et c'est en 2014 que l'on a l'apothéose de tout le travail de Dawkins, qui enfin est pris au sérieux par le pouvoir et intégré comme un concept opératif et pas uniquement comme un concept spéculatif. Et donc, on a l'entrée de l'armée russe, les petits hommes verts, comme on les appelait, qui n'avaient pas de drapeau en Crimée, l'annexion de la Crimée, le soutien aux rebelles du Donbass, de Lugansk et de Donetsk, et puis, par la suite, 2022, ça va être l'apothéose de cette dynamique-là, où Poutine, le deuxième Poutine, intègre l'archétype du rassembleur, l'archétype d'Ivan III. Donc, le premier Poutine, je ne sais pas comment situer, c'est entre le faux Dmitri et Ivan III, c'est entre les deux. Le deuxième Poutine devient définitivement une incarnation de l'archétype d'Ivan III, ce que j'appelle le rassembleur. Et donc le monde russe, c'est la sphère civilisationnelle russe qui va au-delà des frontières politiques de la Russie, mais qu'il s'agit de rassembler et de protéger, un peu comme Ivan III a tenté de faire, de rassembler le peuple russe, et qu'Alexis Ier également a tenté de rassembler les terres russes, de prolonger le rassemblement des terres russes. Alors évidemment, il se pose la question ensuite de l'après-Poutine, de quelle phase dans ces cycles s'incarnera après la phase du pouvoir de Vladimir Poutine. Compliqué, parce que même les,
Même les cycles sont bordéliques chez les Slaves. C'est-à-dire, il n'y a pas une logique récurrente que l'on peut observer. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le tyran, Ivan IV, l'archétype d'Ivan IV. Ça peut être un deuxième Poutine, c'est-à-dire celui qui va continuer le rassemblement des terres russes et le renforcement de la souveraineté de l'État et de trouver une identité à l'État. Ça peut être un faux Dmitri. On ne sait pas. La fenêtre reste ouverte, tout est possible. Alors, personnellement, je pense à un deuxième Poutine, un deuxième rassembleur. C'est le plus probable. Parce que Poutine a quand même mis en place une machine fonctionnelle avec un degré de souveraineté extrêmement élevé, avec une idéologie qui est intégrée à l'appareil politique, qui est celle du monde russe. Ça me paraît très compliqué pour un futur tsar ou un futur président de la Fédération de Russie de venir et d'opérer un basculement radical. Il y aura des résistances très puissantes à cela, notamment les Siloviki, les forces de l'ordre, l'armée, le FSB, etc., qui sont du côté de la perspective de rassemblement. Le peuple russe, aujourd'hui, Poutine est même débordé par ce qu'il a enclenché. Aujourd'hui, en Russie, il y a ce qu'on appelle Zedniki. Zedniki, les zédistes. C'est-à-dire, c'est des ultra-patriotes avec la lettre Z, qui réclament à Poutine, je sais pas, d'envoyer une bombe nucléaire à Londres, d'envahir toute l'Ukraine, etc. Ils sont jusqu'au boutiste dans cette démarche-là. Et ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, Poutine est débordé par ces zédistes-là, notamment par les plus radicaux d'entre eux. Parce que Poutine est un réaliste. C'est quelqu'un qui négocie avec tout le monde, avec les États-Unis, même avec l'Ukraine. Il est prêt à se mettre autour de la table. C'est quelqu'un qui ne rêve pas d'envahir toute l'Ukraine. C'est quelqu'un qui cherche à établir un périmètre de sécurité pour les russophones. Mais jamais le projet n'a été d'aller jusqu'à Lvov. Mais on a des gens extrêmement influents au niveau des réseaux, au niveau des médias, etc., qui cherchent à mettre la pression sur Poutine et qui ont leur acolyte au sein de l'état-major, au niveau de différentes structures. Et donc, il y en a qui peut-être veulent tirer du côté d'Ivan IV, qui voudrait bien un futur président tyrannique, autoritaire, une sorte de Prigogine, mais en plus intelligent, capable de faire une guerre totale, là où Poutine est en train de préparer peut-être un futur rassembleur, un futur Ivan III, qui va stabiliser la situation. Merci Rachida Chachi pour nous avoir éclairé sur le monde russe. Chers Avec grand auditeurs, plaisir. merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le livre de Rachida Chachi, Comprendre la Russie, 142 pages pour 13 euros aux éditions Contre-Culture. N'oubliez pas aussi de visiter la boutique Contre-Culture. Vous savez que la chaîne sur YouTube a été attaquée. Elle va être peut-être reparaître sous une autre forme. N'hésitez pas à soutenir notre travail de résistance et de réinformation. Vous pouvez contribuer au financement participatif. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.